Monsieur le secrétaire général et cher ami Antonio, mesdames et messieurs, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies et sa délégation au siège de l'Union africaine pour la 6e conférence annuelle Union africaine-Nations Unies. Ça a été l'occasion de faire le point sur notre fructueux partenariat. Je rappelle qu'en 2017, quand M. le secrétaire général Antonio Guterres et moi-même avions pris fonction aux Nations Unies et à l'Union africaine, nous avions signé un accord cadre sur les questions de paix et sécurité entre les Nations Unies et l'Union africaine. Un an après, en 2018, nous avions signé un deuxième accord sur les questions de développement. Et depuis, chaque année, de manière alternative à New York ou à Addis, nous tenons nos rencontres annuelles pour faire le point. Cette 6e session se tient à un moment particulier où le monde fait face à de très importants défis. Les conséquences de la terrible pandémie de la Covid-19, le conflit russo-ukrainien et bien entendu les changements climatiques qui impactent négativement l'ensemble du monde et particulièrement le continent africain. L'Afrique est dans une situation encore plus difficile face à la crise sanitaire, à la crise alimentaire, à la crise énergétique et climatique. Sur les questions de paix et sécurité, le partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine est très ancien. Vous savez que l'essentiel des missions de paix sont sur le continent africain et nous travaillons presque au quotidien avec les Nations Unies. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation en Libye, la situation au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, dans la Corne de l'Afrique, au Mozambique et dans les Grands Lacs, pour ne citer que les quelques cas sur lesquels nous nous étions penchés. Nous avions également évoqué, et vous le savez, un certain nombre de pays africains qui sont dans une situation de transition politique suite à des changements non constitutionnels. C'est une situation fort regrettable et qui est un recul par rapport aux objectifs et aux réalisations de l'Union africaine. Nous avions bien entendu également évoqué les questions de financement des missions de paix de l'Union africaine. Sur les questions économiques, et je voudrais renouveler mes remerciements au secrétaire général Antonio Guterres, qui est un avocat actif pour une réforme globale de la gouvernance mondiale, notamment sur le plan économique. Un continent comme le continent africain souffre de la conjoncture actuelle et souffre également du caractère anachronique d'un certain nombre de mécanismes mis en place juste après la Seconde Guerre mondiale et dont la pertinence aujourd'hui est questionnable. Nous avions également évoqué les questions des droits de l'homme, surtout que les Nations Unies s'apprêtent à célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur ces différentes questions, je suis heureux de dire que nous avons une parfaite convergence de vues. Vous savez que les Nations Unies et l'Union africaine sont des partenaires qui se complètent. Nous sommes une organisation régionale,
Et conformément à l'article au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, nous coopérons avec l'organisation mondiale qui représente le multilatéralisme, que sont les Nations Unies. Voilà de manière ramassée les différentes questions sur lesquelles nous avions échangé au cours de cette 6e session. Je donne la parole au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et nous serions prêts naturellement à répondre à vos questions. Merci. Antonio, you have the floor. Merci. Mesdames et messieurs les représentants, je remercie le président Moussa Faki Mahamat des échanges que nous avons eus aujourd'hui. Dès que j'ai pris mes fonctions de secrétaire général, je me suis engagé à contribuer à la mise en place d'une plateforme de partenariat entre l'ONU, l'Union africaine et des dirigeants et populations d'Afrique. Bien trop souvent, le monde voit à tort l'Afrique sous l'angle des problèmes qu'elle rencontre. Moi, quand je regarde l'Afrique, je vois de l'espoir et un vaste potentiel. Je vois des pays qui œuvrent ensemble, notamment ici au sein de l'Union africaine, au service de la paix et du développement. Je vois une économie continentale prête à prospérer grâce à l'accord de libre-échange continental africain. Et je vois chez les jeunes d'Afrique, qui sont de plus en plus nombreux, une énergie sans limite, de nouvelles façons de penser et des solutions qui peuvent profiter au monde entier. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur ce qu'il fallait faire pour tirer le meilleur parti de l'énorme potentiel qu'est celui de l'Afrique, tout en s'attaquant à certains problèmes profondément ancrés. Le développement et la reprise économique des pays africains, déjà désavantagés par la distribution inégale des vaccins contre le Covid-19, sont pris en otage par un système financier mondial en faillite morale. Nombreux sont les pays piégés dans une spirale de l'endettement, ce qui les empêche d'investir dans les systèmes et services essentiels, qu'il s'agisse de l'éducation ou de la santé, de la protection sociale ou de la création d'emplois, de sciences ou d'innovation. L'insécurité alimentaire touche des millions d'Africains à travers le continent, dont les 36 millions de personnes qui souffrent de la pire sécheresse qui ait connu le Corne de l'Afrique depuis des décennies. Ils font partie des 339 millions de personnes qui auront besoin d'aide humanitaire l'année prochaine, comme souligné par l'aperçu humanitaire mondial 2023, publié aujourd'hui. Les centaines de vies perdues et les millions de personnes déplacées lors des inondations survenues récemment au Nigeria, au Tchad, au Soudan du Sud, nous rappellent également de manière tragique notre échec dans la lutte climatique. Et l'Afrique ne reçoit qu'une infime quantité de soutien qu'il lui faudrait pour s'adapter aux dévastations qu'elle subit. Le monde compte sur l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas pu compter sur le monde. Et cela doit changer. Nous devons rétablir la confiance, accélérer le développement et placer l'avenir de l'Afrique au cœur des solutions dont le monde a besoin. Premièrement, l'Afrique a besoin de nouveaux partenariats au service de la prospérité et du développement. Les objectifs de développement durable sont en détresse. Les pays en développement, y compris ici en Afrique, ont besoin d'un soutien urgent pour renforcer les services et les programmes dont les populations ont besoin. Le mois dernier, j'ai exhorté les chefs d'État et de gouvernement du G20 à adopter un plan de relance des objectifs de développement durable pour apporter aux pays en développement des investissements, des liquidités et un allègement de la dette. Les instruments sont là, à nous de les utiliser avec beaucoup plus de souplesse et de rapidité. Cela implique de réaffecter des droits de tirage spéciaux aux pays qui ont besoin d'un soutien immédiat. Cela implique de multiplier les financements concessionnels et réformer l'architecture de la dette internationale. Et cela implique de veiller à ce que les pays africains ne soient pas indûment pénalisés par les marchés et les instituts de notation.
dans mon rapport sur notre programme commun, j'appelle à une réforme de l'architecture financière mondiale pour en faire une architecture inclusive et équitable. Une architecture qui puisse alimenter l'immense promesse dont l'Afrique est porteuse et soutenir des transitions justes dans tous les secteurs de l'économie, en particulier l'énergie, le numérique et les systèmes alimentaires. Le moment est venu d'accélérer les progrès en vue de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063. Second, Africa deserves and needs climate support. The establishment of a loss and damage fund at the recent COP27 marked a key step towards climate justice for those who have done the least to cause the crisis, namely Africa. We also launched an action plan to extend early warning systems to protect every person in the world within 5 years, including the 6 in 10 Africans who lack these systems. However, the promise to double adaptation finance to $40 billion annually has not been met. Sub-Saharan Africa adaptation costs alone are estimated to run as high as $50 billion annually over the next decades. Africa cannot foot this bill alone, nor should it. Efforts like the Africa Adaptation Acceleration Program require massive funding and investment, and developed countries must keep their promise to provide $10 billion annually for developing countries and reform the business models of multilateral development banks and international financial institutions. And I will keep pushing for a climate solidarity pact that mobilizes financial and technical support to accelerate emerging economies' transition to renewable energy and keep the 1.5 degree goal alive. Third, Africa deserves and needs peace. From the Sahel to the Great Lakes, to this very country, deep-rooted conflicts continue to challenge us. Today we discussed how organizations are working to ensure peace across the continent. From an independent assessment on security and development in the Sahel promoted by the African Union and the United Nations, to forging a negotiated settlement here in Ethiopia, building on the recent cessation of hostilities agreement brokered by the African Union, to supporting stability in Somalia and the transition in Libya, and restoring constitutional order in Burkina Faso, Chad, Guinea, Mali, and Sudan. Unconstitutional government changes are not acceptable. They are not part of a civilized world. To join weapons collection campaigns in Madagascar, Niger, and Uganda. To supporting the Nairobi process led by the East African Community to bring peace and security to the Democratic Republic of the Congo. And to secure human rights across Africa as we prepare to mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. But one question that is particularly dear to my heart and particularly important for the world, we need to make sure that we ensure robust African peace enforcement and counter-terrorist operations mandated by the UN Security Council under Chapter 7 of the UN Charter and with stable and predictable funding through assessed contributions. Peace is never easy, but peace is always necessary. And the United Nations will continue working with the EU to deliver the peace, prosperity, and climate justice that the people of Africa deserve, and I thank you. Stay seated, it's better for the camera. Thank you. I'm Sisai from the Ethiopian Reporter newspaper. The first question is, as we all know, the Ethiopian government has proposed $20 billion to reconstruct the northern Ethiopia area, especially the area which is damaged by the war. So what's the plan by UN to support this government plan, especially to support by member state, especially by providing this huge amount of money? $20 billion has proposed by the Ethiopian government, if you got me, Mr. Secretary. Sorry, you refer to what country and what government plan? The Ethiopian government has proposed.
Ethiopia. Yeah, $20 billion. And my second question for both Mr. Secretary and Commissioner, as we know, the Tigrayan forces are still blaming the Eritrean forces. So what's your message towards the Eritrean government and Eritrean forces? Thank you. Well, this morning, President Moussa Faki Mahamat and myself have met Prime Minister Abiy. The United Nations fully supports the process of mediation of the African Union that led to the recent agreement on the cessation of hostilities. Now we are in the phase of implementation, and we are ready to fully support both the African Union and the parties in whatever is necessary to make sure that that implementation is successful. But we believe in the African leadership, in the solution of African problems, and we are very happy to be able to support the African Union in this process. On the other hand, we have dramatic humanitarian needs in the areas impacted by conflict. And we are upscaling the capacity of all the UN agencies and our partners in order to be able to take profit of the opening of roads that already exist, the access by air, and all the other aspects in order to be able to, as quickly as possible, provide the maximum possible support to all the populations in need. And finally, we appeal to the international community to support Ethiopia in its development. There is not a better way to consolidate peace than developing the country, creating the conditions for the people to see the peace dividends, people to see how peace contributes to improvement of the living conditions of the citizens of the country. And we will be in the first line of advocating for international support for the development of Ethiopia in this crucial moment of the history of the country. Je voudrais juste ajouter que nous voudrions féliciter les parties éthiopiennes, le gouvernement fédéral et les autorités du Tigray, d'avoir signé cet accord de cessation des hostilités et commencer à le mettre en œuvre. Le panel de l'Union africaine, dirigé par le président Olusegun Obasanjo, s'est rendu il y a quelques jours à Mekele. Il a rencontré les responsables là-bas et je suis heureux de constater que même sur le plan militaire, les deux parties sont en discussion actuellement pour la mise en œuvre de cet accord. Dès que l'accord sera mis en œuvre, naturellement, il y aura la question de la reconstruction. Et l'Union africaine va également mobiliser tous les partenaires, en premier lieu les Nations unies, et de commun accord, nous allons aider l'Éthiopie à reconstruire cette région qui a été touchée par la guerre. Merci. I'll start from Mr. Secretary. The implementation phase, I don't know if it's been answered, here in Ethiopia after the agreement in Pretoria and Nairobi is something that some people are saying it's just taking a slow path. But what is the assessment from the UN side looking at the implementation on the ground? Disarmaments, things that are required from the government. Mr. Chairperson, for you, other conflicts in the continent, we see them all the time. There is now a good practice from the Ethiopia side, what the African Union has done. What is the plan for you to participate and help other African states perhaps stop the conflicts around the continent? Thank you. Tu m'as demandé l'assessment. La deuxième question, c'est oui. I have to say that our assessment is of enormous admiration for the work that has been done. I follow this conflict since the beginning. And I have to say that I always felt it would be extremely difficult to find an agreement leading to a cessation of hostilities. To reach it with the level of compromise that was possible would be unthinkable just 2 or 3 months before. And what is also true is that until now, what was foreseen is being implemented, and that the discussions at military level are extremely promising from my point of view. But more important than to assess what is happening
is to make sure that everybody is deeply engaged in contributing to the success. This is an opportunity that Ethiopia cannot miss, that Africa cannot miss, and that the world cannot miss. There were more casualties in the conflict in Ethiopia than in the conflict of Ukraine. People sometimes forget that this has been a dramatic conflict, and what was achieved, thanks to the mediation of the African Union, is remarkable, and it's the obligation of everybody, everywhere in the world, to do everything possible to support the African Union and to support the parties to make sure that we reach a final peace settlement. Il est du devoir et de la responsabilité de l'Union africaine d'intervenir là où il y a un problème dans un État africain. Et dans toutes les situations, l'Union africaine a toujours été présente, et elle est présente, soit par ses institutions elles-mêmes, ou à travers celles des communautés économiques régionales, qui sont des communautés économiques régionales africaines. Même en Libye, où dès le départ l'Union africaine s'est investie et par la suite non, actuellement elle est totalement impliquée dans le cadre de la réconciliation, à travers le comité de haut niveau qui a été mis en place par la conférence des chefs d'État et qui est dirigé par le président Sassou Nguesso du Congo. Donc, qu'il s'agisse du Congo, où nous avions désigné le président Lorenzo de l'Angola comme médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qu'il s'agisse du Sahel, du bassin du lac Tchad, du Mozambique ou ailleurs, l'Union africaine est impliquée et elle fera de son mieux, elle et avec le soutien de ses partenaires, dont les Nations Unies, pour ramener la paix et la stabilité dans le continent. C'est l'un de nos objectifs, c'est l'une de nos responsabilités, c'est l'un de nos devoirs. Merci.